à tous, bienvenue sur France Info. À la une de l'actualité, la consternation à Oradour-sur-Glane, village martyr de Haute-Vienne. Un mur du centre de la mémoire a été tagué. Les inscriptions remettent en cause la réalité du massacre de 642 personnes. C'était en juin 1944. La sécurité à Paris, au cœur de la soirée de finale de Ligue des Champions. Un dispositif présenté ce matin par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de la capitale. Les Champs-Élysées et la Porte Maillot seront notamment fermés à la circulation. Et puis c'est aujourd'hui le jour du dépassement. Il a lieu cette année 24 jours plus tard par rapport à l'année dernière. Cette journée qui marque la fin des ressources annuelles de la planète intervient avec retard en raison du confinement et de la crise sanitaire. C'est donc un haut lieu de mémoire qui a été souillé, le village martyr d'Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, lieu du massacre de 642 personnes durant la Seconde Guerre mondiale. Des inscriptions révisionnistes ont été découvertes sur place, où la consternation et l'indignation prédominent. C'est également le cas au sommet de l'État, Alexandre Pérou. Oradour-sur-Glane, vandalisé. Sur la stèle à l'entrée du centre de la mémoire, des graffitis, le mot martyr est remplacé par le mot menteur et le nom d'un militant négationniste a été inscrit. Dans le village ce matin, l'émotion reste vive. Je trouve ça odieux, c'est irrespectueux, c'est impossible de penser ça, quoi. Pourquoi faire des choses pareilles? À quoi ça sert, franchement? L'idée, je vois pas quelle idée peut avoir à faire des bêtises pareilles, quoi. Des propos négationnistes insupportables pour le maire. Les négationnistes et les révisionnistes, c'est pas la première fois où il y a des publications. Enfin, il y a eu des cassettes, il y a eu des vidéos. À chaque fois, de réentendre l'histoire qui est travestie, et c'est insupportable. Le 10 juin 1944, le village de Haute-Vienne est pris d'assaut par la division SS Das Reich. Ils enferment d'un côté les hommes dans des granges qu'ils vont mitrailler, de l'autre, ils emprisonnent femmes et enfants dans l'église avant de l'incendier. 642 personnes auront péri dans le massacre. Ce matin, le gouvernement dénonce ces profanations. J'ai appris avec colère et consternation la dégradation du centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Souiller ce lieu de recueillement, c'est aussi salir la mémoire de nos martyrs. Le chef de l'État vient lui d'assurer dans un communiqué que tout serait fait pour poursuivre les auteurs des tags. Un combat essentiel pour les familles des victimes. À mon avis, ne mesure pas la portée de leur acte. En tous les cas, c'est indigne et c'est insultant pour la mémoire de toutes les familles des martyrs d'Oradour-sur-Glane. Une enquête a été ouverte par le parquet de Limoges pour retrouver les auteurs de ces profanations. Je vous le disais en titre, la sécurité, priorité de la soirée de football demain à Paris. Le PSG affrontera le Bayern de Munich à Lisbonne en finale de la Ligue des Champions. Mais les Parisiens sont invités à soutenir leur équipe en évitant les rassemblements et les débordements. Nicolas Carvalho. Des rassemblements surveillés de très près. Ce matin, Gérald Darmanin a présenté le dispositif de sécurité pour les supporters du PSG. Des conditions plus strictes pour la finale de la Ligue des Champions demain soir. Il y a 3000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dimanche, à la fois autour du Parc des Princes, où vous savez il y a une retransmission, puis autour des Champs-Élysées, non seulement afin que les choses se passent le mieux possible dans des conditions de sécurité publique, mais aussi que le port du masque puisse être évidemment assuré. Autre dispositif de sécurité lié à la pandémie, 17 stations de métro fermées, plusieurs sorties du périphérique bloquées. Et les Champs-Élysées seront réservées aux piétons. Dans la soirée, pour toujours respecter la distanciation sociale, vous avez souhaité, Monsieur le Ministre, qu'on ouvre les champs à l'ensemble des piétons, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de circulation sur les champs, de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles. 2000 masques seront également distribués aux supporters qui n'en auraient pas dans différents points de contrôle autour des Champs-Élysées. Il n'y aura pas de fan zone à Paris, mais les autorités n'ont pas voulu interdire les rassemblements, quasiment impossible à empêcher dans de telles occasions. Il y aura des expressions de joie pour une finale de Ligue des Champions, chacun peut s'entendre. Il faut simplement qu'elle soit compatible, bien sûr, avec la sécurité publique. Il est hors de question de laisser voir des images comme nous avons parfois vu d'attaques des fourgons de policiers ou des magasins. Des affrontements avaient marqué la soirée après la demi-finale mardi. Le ministre de l'Intérieur veut éviter à tout prix que de telles images se reproduisent. Et pendant ce temps, à Lisbonne, le PSG se prépare à sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Le groupe parisien était au complet à l'entraînement hier, même si à la veille de ce match, des incertitudes planent toujours sur la composition du 11 de départ. Lise Vogel. Concentré,
Neymar, Kylian Mbappé et toute l'équipe du PSG se dirigent vers l'ultime entraînement avant la grande finale. Thomas Tuchel a réuni tous ses joueurs et testé différents schémas tactiques face aux incertitudes qui pèsent encore sur la composition de demain. Sur le banc pour cause de blessure face à Leipzig en demi-finale, le gardien Keylor Navas serait un atout majeur face à l'attaque du Bayern Munich. Même scénario pour le milieu de terrain Marco Verratti, qui pourrait faire la différence dimanche. Ça va mieux. J'ai recommencé doucement avec l'équipe. Ce sera le coach qui prend ses décisions, mais je ferai des tout pour être dans les bons trois. Les Parisiens devront affronter un Bayern Munich plus déterminé que jamais. Il y a un très bon mélange de joueurs expérimentés qui ont déjà tout gagné, mais qui ne se lassent jamais de vouloir gagner à nouveau, ce qui est fantastique. Ensuite, vous combinez cela avec le gars qui marcherait d'ici à Munich pour gagner le trophée de la Ligue des Champions. Le choc final entre les deux équipes se jouera à huis clos dimanche dès 21h. Et on en vient aux chiffres du coronavirus. La France enregistre 4586 nouveaux cas en 24 heures. Et dans le monde, plus de 800 000 décès ont désormais été recensés par nos confrères de l'AFP. Dans ce contexte, chez nous, le retour des vacanciers suscite l'inquiétude. C'est pourquoi depuis hier, le port du masque est devenu obligatoire dans toute la ville de Toulouse. Idem dans le département du Nord pour une durée d'1 mois. Laurent Navez, Jean-Christophe Ragzi. À l'entrée du marché de Tumeries ce matin, aucune affiche sur le port obligatoire du masque, aucune trace non plus de l'arrêté préfectoral tombé hier soir. C'est la maire en personne qui se charge d'informer ses administrés. Vous savez que le port du masque est obligatoire, enfin depuis hier plus exactement. Non, ça ne nous contrarie pas du tout, on le met systématiquement. Mon papa est âgé, il a 91 ans et c'est tout à fait normal de les protéger, de se protéger, de protéger les autres. Le masque obligatoire dans tous les lieux fréquentés de toutes les communes du Nord, une mesure logique pour ces habitués du marché. Logique et aussitôt acceptée. J'ai un mari qui est sous oxygène, donc je suis obligée de faire attention pour deux. Donc je trouve que c'est normal. Ah bah il est temps. Normalement ils n'auraient pas dû l'obliger, ça doit être automatique. En tant que personnel soignant, on aurait préféré que depuis le départ, l'État français impose d'un point de vue même sur tout le territoire français le masque. Le département du Nord s'aligne ainsi sur le Pas-de-Calais, où le port du masque est déjà imposé dans les lieux fréquentés depuis la semaine dernière. Même obligation dans les 95 communes de la métropole européenne de Lille depuis le 2 août. Ça me semble logique et je trouve ça tout à fait approprié. C'est vrai qu'actuellement, le nombre de personnes positives remonte et il faut vraiment essayer d'enrayer cela. Et je pense que pour l'instant, une seule solution, c'est le port du masque. Et les gestes barrières, bien entendu. De nouvelles règles face à une épidémie qui continue sa progression dans la région. Le nombre de cas de Covid augmente. Preuve d'une circulation toujours active du virus. Bon week-end à vous. Oui, bon courage. Également dans l'actualité, les révélations de Monique Olivier. Il y a 17 ans, Michel Fourniret a bien séquestré et tué Estelle Mouzin selon son ex-épouse. Interrogée depuis mardi, elle a précisé le lieu et le mode opératoire. Des traces d'ADN de la fillette de 9 ans ont également été retrouvées. Les précisions d'Olivier Feignet et Ignacio Bornassin. C'est peu avant midi, après 4 jours d'audition avec la juge d'instruction, que Monique Olivier a décidé d'avouer. Elle affirme que Michel Fourniret a bien enlevé Estelle Mouzin il y a 17 ans. Emmenée à Ville-sur-Lume dans les Ardennes, il a violé et étranglé la jeune fille. Des aveux accablants, confortés par de récentes expertises ADN. L'ADN d'Estelle Mouzin a été retrouvé sur un matelas qui a été saisi peu de temps après l'arrestation de Michel Fourniret sur un matelas à Ville-sur-Lume. Ce qui signifie que Estelle Mouzin a été sur ce matelas-là, qu'on a son ADN et qu'avec les aveux de Monique Olivier tels qu'ils ont été faits ce matin, on a confirmation sûre et certaine de la culpabilité de Michel Fourniret. Ces traces d'ADN ont été relevées au domicile de la sœur de Michel Fourniret, fouillée en juin dernier. Le cadavre d'Estelle Mouzin, âgée de 9 ans au moment de sa disparition, est toujours introuvable. Mais ces nouvelles déclarations de son ex-épouse et complice amèneront-elles le tueur en série à dire où est le corps ? Il sera entendu à son tour la semaine prochaine. L'un avance, puis l'autre veut reprendre la main, reconnaît des choses, puis on interroge une deuxième fois le précédent. Donc c'est cette dynamique de couple que fait ressortir ces interrogatoires successifs.
enfin, si j'ose dire, nous avons à la fois des services d'enquête, un juge d'instruction qui se sont donné les moyens de connaître la vérité dans l'affaire Estelle Mouzin. Monique Olivier et Michel Fourniret ont été condamnés à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de cette jeune fille. À l'étranger maintenant, l'opposant russe Alexeï Navalny, gravement malade, a été transporté en Allemagne. Arrivé ce matin à Berlin, il a été hospitalisé dans un état jugé stable. Ce militant anticorruption et opposant de longue date de Vladimir Poutine a été pris de vives douleurs dans un avion jeudi dernier. Selon ses proches, il aurait été empoisonné. Victor Gasquat. Après un long périple, Alexeï Navalny arrive enfin à l'hôpital de la Charité de Berlin. Sur place, un important dispositif policier encadre l'arrivée de l'opposant à Vladimir Poutine. Toujours plongé dans un coma artificiel, son état est stable. L'avion médicalisé qui transportait Alexeï Navalny a atterri en milieu de matinée à Berlin après avoir décollé de la ville d'Omsk en Russie. Un transfert intervenu après une journée de bras de fer entre ses proches et les médecins russes. L'avion avec Alexeï s'est envolé pour Berlin. La lutte pour la vie et la santé d'Alexeï ne fait que commencer. Et il reste encore beaucoup d'épreuves à traverser, mais maintenant au moins, le premier pas a été fait. Les partisans et l'entourage d'Alexeï Navalny restent persuadés qu'il a été empoisonné en buvant un thé dans cet aéroport de Sibérie. Les médecins russes qui l'ont pris en charge à l'hôpital rejettent cette thèse. Le diagnostic d'empoisonnement a été définitivement écarté sur la base de l'expertise chimico-toxicologique. Après avoir refusé le transfert d'Alexeï Navalny, les médecins russes l'ont finalement autorisé hier en fin de journée. L'homme de 44 ans est désormais entre les mains du personnel médical de l'hôpital de la Charité, l'un des plus réputés d'Europe. On l'appelle le jour du dépassement, ce jour où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources annuelles produites par la Terre. C'est le résultat d'un calcul complexe et cette année, c'est aujourd'hui le 22 août 2020. On a donc gagné 3 petites semaines en raison de la crise sanitaire. Les explications de Françoise Vallée. Des poissons, du minerai, du pétrole, des céréales, du bois. La Terre est généreuse, mais les hommes sont trop exigeants. Dès aujourd'hui, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en une année. Bonne nouvelle, nous avons gagné 3 semaines par rapport à l'an passé grâce aux mesures de confinement dues à la pandémie. En fait, cette crise sanitaire, elle a assez rapidement engendré un arrêt brutal de la production de la plupart des industries. Elle a aussi, par exemple, stoppé le trafic aérien. Mais nous sommes loin du compte. Depuis les années 70, nous consommons de plus en plus de ressources. La date du dépassement est passée de décembre au mois d'août. C'est une moyenne mondiale car les pays riches l'ont dépassée depuis bien plus longtemps. Résultat, il faudrait 1,6 planètes pour soutenir nos modes de vie. Mais 8,9 terres si tout le monde vivait comme les Qataris. 5 planètes pour les Américains, 2,7 pour nous Français. Selon le WWF, il est urgent d'agir. Parce que pour lutter contre le gaspillage alimentaire, changer le système agricole pour éviter qu'il aille déforester à l'autre bout du monde. Nous avons des solutions aujourd'hui, il faut aller vers du moins, mieux, autrement pour faire reculer durablement le jour du dépassement. ONG, défenseurs de l'environnement, espèrent que les plans de relance annoncés par les gouvernements tiendront compte de cette urgence environnementale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle journée à vous sur France Info.